Bonjour à tous et bienvenue dans Cult Technique pour une nouvelle vidéo de presque qualité. Et puisqu'on parle de presque qualité, comment tu vas mon cher Kerr ? Est-ce que cette semaine est une bonne semaine ? Oui, et j'ai remis mon sweat parce que je sais que tu l'avais beaucoup aimé, enfin ma veste. Tu as dit... Et sache que j'en Tu as dit sweet ai commandé un. ou tu as dit sweet ? Nous, en ce moment avec l'NBA, on a des doutes. Je n'ai pas dit sweep, j'ai dit sweet, enfin je voulais dire veste, et j'en ai commandé une autre, et tu m'en diras des nouvelles. J'ai pensé à toi, Très bien. Je me suis dit, ça va plaire. Puisque tu as fait ta première news, je vais faire la mienne. Et... Allez, fais ton petit point pognon, je sais que l'argent, c'est ce qui anime ta vie. Mon cher Kerr, parle-nous d'oseille. Oui, je vais vous parler du box-office avec déjà la grosse sortie de ces derniers jours. C'est bien évidemment la sortie de Fast and Furious 10 avec un premier jour en France plutôt très solide avec 200 000 entrées. C'est bien, mais par contre aux États-Unis pour son premier week-end, on peut quand même souligner que le film a démarré assez mollement et c'est une vraie surprise. Il a récolté précisément, je vais vous le dire tout de suite, maintenant, en fait, pas vraiment. Si 67 millions de dollars, c'est pas folichon. Il faut être honnête. C'est un petit peu en dessous du précédent Fast and Furious 9 qui était à 70 millions. C'est assez loin de Fast and Furious 8 qui était à 98 millions. Un démarrage au ciné aux US à 70 millions ne n'augure pas un film qui va taper le milliard. Donc, dans les prévisions de l'année 2023, Fast and Furious 10 qui devait être un des mastodontes pourrait au final être un gros film, mais pas un des plus gros, ce qui laisse augurer par exemple à Super Mario Bros la possibilité de finir comme plus gros succès de l'année, puisque ça va dépendre de Flash, ça va dépendre bien évidemment du prochain Marvel, mais enfin le prochain Marvel, The Marvels a peu de chances de détrôner Super Mario Bros. Donc Fast and Furious 10 c'est un premier gros rival pour Mario qui tombe. Alors au niveau mondial, ça donne quoi pour Fast and Furious 10 ? Il a récolté 300 millions de dollars pour l'instant, où on vous parle. C'est bien, mais c'est, comme je l'ai dit, en dessous des attentes. Alors, au niveau global, nous avons donc Super Mario Bros qui est largement en tête avec 1,2 milliard. Cette année, les Gardiens de la Galaxie est à 660 millions de dollars. C'est un joli succès. Ant-Man est toujours troisième, 475 millions. Ça, par contre, c'est un échec. Les Gardiens, sa carrière n'est pas finie. Ant-Man, oui. Donc voilà. Alors, il y a un truc aussi, c'est si vous creusez un petit peu et que vous regardez réellement quel est le film qui a rapporté le plus de pognon, que les gens sont le plus allés voir en 2023, c'est pas du tout Super Mario Bros, c'est de très très loin Avatar 2, mais vraiment de très très loin. Avatar qui a quand même fait 14 millions d'entrées en France, là où par exemple Astérix de Guillaume Canet a fait 4 millions. Donc énorme succès Avatar 2. Alors comme le fait qu'il est sorti en fin 2022 et qui du coup n'entre plus dans les classements que l'on suit en 2023, et forcément on ne suit pas au quotidien, enfin en tout cas de manière hebdomadaire, son avancée au cours du mois de janvier, février, mars, et c'est bien dommage parce qu'Avatar 2 a été un véritable mastodonte. Donc voilà, et puisqu'on parle de Fast and Furious, il y a l'idée que c'est une franchise milliardaire qui rapporte à chaque fois une tonne de pognon. En fait, alors c'est vrai que ça rapporte énormément d'argent, mais au final, des 11 films Fast and Furious, puisque j'ai inclus Hobbs & Shaw, il n'y en a que 2 qui sont milliardaires. Il y a Fast and Furious 7 qui a malheureusement profité du décès de Paul Walker. Ça a fait un énorme buzz médiatique et il est à 1,5 milliard. Il y a le 8 qui était dans la foulée du gros succès qu'était le 7 qui est à 1,2 milliard, mais depuis sa chute, le 9 par exemple est à 700 millions de dollars. Dans un contexte bien évidemment beaucoup plus compliqué avec la pandémie. Et puis si on regarde Hobbs & Shaw, qui devait logiquement être aussi un monstre, alors a fait 760 millions de dollars, c'est énorme, mais ça n'est pas le milliard, donc relativisons, j'ai envie de dire, le succès des Fast and Furious, que je mettais en avant d'ailleurs à tort. Enfin à tort, c'est quand même plutôt pas mal. Non, t'avais tort. C'est une force de ta part de reconnaître que souvent tu as tort. Oui, j'ai pas dit souvent, mais écoute, tu as le droit de faire les raccourcis que tu souhaites. Alors, il y a une autre franchise qui est milliardaire, et ça fait parler cette semaine, c'est John Wick.
John Wick a atteint donc le milliard, sauf que c'est en 4 films. Donc là aussi, il faut relativiser. C'est bien, hein, c'est pas une franchise qui est en échec, mais par contre, on est loin non plus d'être face à un phénomène de société. Le 4, par exemple, en France, a attiré très peu de monde en salle. Donc voilà, il est sorti en VOD aux US, donc sa carrière ciné est terminée. Qu'est-ce que je peux rajouter d'autre pour Super Mario Bros, juste pour vous dire qu'il a détrôné Les Indestructibles 2 et qu'il est le 3e plus gros succès de l'histoire de l'animation. Le premier étant La Reine des Neiges 2, le deuxième étant La Reine des Neiges 1. Et donc maintenant nous avons Super Mario Bros. Alors attention, il y a certains classements qui incluent Le Roi Lion, le film live. Alors c'est vrai qu'il est à moitié animation, hein, enfin on ne sait pas ce qu'il est. Mais toujours est-il que moi je ne l'inclus pas dans ce classement, c'est pas du tout un film d'animation à mes yeux. Donc voilà, Super Mario Bros est 3e plus gros succès de l'histoire de l'animation. Va-t-il aller chercher les 2 films que je vous ai cités, donc avec Elsa et Anna, Christophe et Olaf? Eh ben je vais vous dire ça tout de suite. Alors non pas que je le sache, hein, mais est-ce que c'est possible? Eh ben on a Frozen 2 qui est à 1,4 milliard et Frozen 1 qui est à 1,284. Donc logiquement, Super Mario Bros va taper La Reine des Neiges. Et par contre, pour La Reine des Neiges 2, ça risque d'être compliqué. On rappelle que Super Mario Bros est également sorti en version digitale aux États-Unis, donc ça a forcément freiner sa croissance. Donc voilà, on verra avec la sortie japonaise, notamment du film. D'ailleurs, il y a une version japonaise différente de la version américaine, et les deux seront disponibles pour ceux qui veulent la voir. Et je vais terminer avec une petite info sur le prix des places, puisque on a une évolution depuis quelques années pour voir un peu le prix moyen d'une place de ciné en France entre 2018 et 2022. Une place de ciné moyenne a pris 60 centimes. On est passé de 6,60 € à 7,20 € en moyenne pour une place de ciné. Alors ceux qui vont dans les grands multiplex parisiens et qui payent, je sais pas moi, 60, 70 € la place, non je déconne bien sûr, mais qui payent plutôt dans les 15-16 € la place, doivent se dire waouh mais c'est pas cher, mais bien évidemment il y a toutes les places liées aux abonnements qui font baisser le prix. Il y a aussi les places des cinémas d'art et d'essai qui sont relativement peu chères, des cinémas de campagne. Moi par exemple le mercredi dans mon cinéma c'est 4 € la place, donc voilà, mais ça augmente le prix. Ça c'est top, ça permet d'acheter des belles voilà sapes. Mon cher, qu'as-tu dit? J'ai dit ça permet d'économiser et d'acheter des belles sapes. Ça c'est bien. Oui, exactement. On part maintenant sur la news de la semaine, mon cher Greg. Je te laisse commencer. Eh bien, pour Kerr et moi, la news de la semaine, c'est l'acteur qui est un acteur qu'on aime beaucoup avec Kerr, qui est Ray Stevenson. Ray Stevenson, c'est Titus Polo dans Rome. Alors, il a fait bien d'autres rôles, évidemment. Il était dans les Thor. C'est celui qui était une espèce des trois mousquetaires. Il était Volstagg, pour ceux qui connaissent le nom de ce personnage, qui sont vraiment... Il a joué aussi dans les trois mousquetaires. Des fans hardcore. Il avait joué dans les trois mousquetaires, ce qui faisait une espèce de clin d'œil dans le clin d'œil. Il a aussi joué dans Star Wars. Il va jouer dans Star Wars, dans la série Ahsoka. Ahsoka, certains diront, le rôle d'un amiral. C'est un acteur, si vous n'avez pas vu Rome, regardez Rome. Je pense vraiment que toutes les séries qu'on voit aujourd'hui sont quelque part issues, sont des petites fillottes de Rome. Et il est un des deux personnages les plus marquants de cette série. Il a des moments incroyables. C'est vraiment le moment où moi je me suis dit que les séries pouvaient prendre le pas sur le cinéma. Et c'est un acteur hyper charismatique. Il a joué dans Viking, la saison 6, si je me trompe pas. Il a joué dans Dexter, la dernière saison de la vraie série Dexter. Il joue dedans et il joue un tueur en série. Et tu n'as pas dit l'information. Il a joué dans le Punisher. Stevenson. Il a joué dans une première version il est du décédé. Punisher.
Ray Stevenson est décédé donc à l'âge de 58 ans. C'est ça qui fait qu'on en parle aujourd'hui et qui nous attriste. Moi, vraiment, je l'ai découvert avec Rome, mon cher Greg. Et c'est vrai que le duo qu'il formait avec Kevin McKidd, donc qui jouait Lucius Vorenus, était un duo qui marchait très bien, qui fait partie de mes duos préférés de séries télé. Et les deux acteurs, que ce soit Kevin McKidd ou Ray Stevenson, quand je les ai découverts dans cette série, et au moment en parallèle, c'est une période où j'ai découvert Jeffrey Dean Morgan, par exemple, dans Watchmen, que j'ai trouvé incroyable, Michael K. Williams, que j'ai découvert dans The Wire, etc., etc. Ou John Simm dans Life on Mars. Ces deux acteurs de Rome sont tout de suite devenus des acteurs, pour moi, chouchou, tu vois, parmi mes acteurs préférés. Et c'est vrai que l'annonce de son décès m'a fait beaucoup de peine. Alors, tu parlais du rôle qu'il va avoir dans Ahsoka. Il va jouer aussi dans un autre film qui va sortir en fin d'année. Là, pour le coup, je pense que ça va être un nanar vu le casting et tout. Mais bon, voilà, il a pas eu. Là, c'est le problème. Et je voulais en parler. Que ce soit de Kevin McKidd ou de Ray Stevenson, je trouve qu'ils ont eu une belle carrière. Enfin, surtout, Ray Stevenson a eu une belle carrière. Mais ils n'ont pas eu la carrière, je trouve, qu'ils méritaient. Moi, j'étais persuadé que Kevin McKidd allait exploser après Rome, parce qu'il avait le physique, le talent pour jouer à peu près n'importe quel rôle, et notamment des rôles de playboy, donc je le voyais bien dans des films de super-héros, etc. Au final, Kevin McKidd s'est enfermé dans Grey's Anatomy, et je pense que ça a été une erreur. C'est celui qui jouait Owen Hunt dans Grey's Anatomy. Et Ray Stevenson, alors il avait un physique moins évident, tu vois, il est très baraque, il est mastoc, donc il peut pas jouer n'importe quel rôle, mais il a joué beaucoup de rôles secondaires. Il a joué dans C'est un des rares acteurs. Non, il a joué dans Divergence. Pouvait jouer Baloo sans costume. Ouais, il a joué dans Hunger Games. Il a joué aussi dans Black Sails. Il jouait Barbe Noire. Il était très bon dans Black Sails. Il jouait Volstagg, tu l'as dit, dans Thor. Et la dernière, oui, alors, dans Viking, moi, il m'a moins marqué. Mais c'est vraiment un acteur que j'appréciais énormément. Et franchement, j'ai les boules qu'il soit décédé. Et voilà. Donc, on voulait en parler. Est-ce qu'on enchaîne avec d'autres news un peu plus légères ? Tu veux que je le fasse ou tu veux le faire ? Eh bien, vas-y. C'est toi qui as le charme et légèreté de cette vidéo. Moi, j'ai plein de petites news. Toi, tu as des news un peu plus de fond. Et tu nous feras rêver avec ça. Moi, j'ai plein de petites news de pas de fond. Plutôt de surface. J'ai pas entendu. Tu disais que mes news touchaient le fond ? Non, j'ai pas dit ça. J'ai dit que c'était. Alors, avant de parler d'un truc pour lequel on n'a jamais parlé dans Cult & Click, j'ai envie d'enchaîner quelques petites news pour vous dire qu'il va y avoir une série animée Skull Island qui donc va développer le Monsterverse autour donc de Godzilla, de King Kong, etc. Ça, c'est le Monsterverse. Mais dans Skull Island, on va se concentrer sur donc Skull Island, l'île d'où vient King Kong, et ça arrive le 22 juin sur Netflix. C'est une série animée, il y a un premier trailer si vous voulez le regarder. La série Bad Sisters, série d'Apple TV+, que je vous conseille chaudement parce qu'elle est très drôle, elle est très bien écrite et elle est passionnante, elle est très légère aussi, série anglaise, enfin série irlandaise d'ailleurs je crois. Elle a obtenu le BAFTA de la meilleure série dramatique. Les BAFTA, c'est l'équivalent des Césars, non on va pas dire César, on va viser plus haut. On va viser plus quali. On va dire c'est l'équivalent des Oscars, Golden Globes et Emmy Awards puisque ça fait aussi série télé. Donc le BAFTA de la meilleure série dramatique, oui je disais l'équivalent mais en Angleterre. Donc voilà, Bad Sisters, si vous l'avez jamais vu sur Apple TV+, sautez dessus. Et puisque je parle d'Apple TV+, juste pour vous dire qu'au moment où on sort cette vidéo, logiquement, il ne vous reste qu'un seul épisode de Ted Lasso avant de dire adieu à la série avec Jason Sudeikis. Donc voilà, on est à un épisode. Mais c'est pas grave, les gens. Vous pouvez regarder Shrinking. On est à un épisode. Tu te rends pas compte, on est à un épisode de ne plus jamais voir à l'écran le plus grand footballeur de l'histoire du football, alias Roy Kent. La série va me manquer. Et alors, puisque je parle de Ted Lasso, un petit mot sur la saison 3. Je la trouve toujours aussi brillante, la série. Je trouve qu'elle est toujours très drôle, très légère. Elle aborde des sujets de société avec beaucoup de brio, même si elle le fait dans un monde un peu merveilleux, un peu bisounours, qui ne correspond pas à la réalité malheureusement. Mais par contre, il y a un truc qui est incroyable, et je pense que c'est un truc qui va marquer vraiment les esprits dans Ted Lasso, c'est à quel point le personnage que l'on suit est un personnage qui est fracassé, qui est gagné par une tristesse profonde, et ça
ça englobe la série dans une espèce de mélancolie qui fait que moi, Ted Lasso, je regarde cette série en rigolant, en m'attachant au personnage, mais il y a toujours ce côté un brin triste qui fait qu'il y a plein de moments dans la série où je suis à deux doigts d'avoir les larmes aux yeux, mais c'est une série vraiment que je vous conseille. Et puisque j'ai parlé de Vin Diesel et de Fast and Furious dans le point pognon, juste un mot pour vous dire que visiblement la hache de guerre est enterrée avec Dwayne Johnson qui revient dans le 10. Vin Diesel est super content du retour de Dwayne Johnson, il est aussi super content du retour de Gal Gadot, et il a annoncé qu'il y aurait des spin-offs de Fast and Furious, parce que c'est vrai qu'après 11 films on s'est dit mais on n'en a pas assez, on en veut encore. Donc Vinou a décidé de nous annoncer plein de spin-offs, et il y en aura un entièrement féminin, donc autour de Michelle Rodriguez, autour de Gal Gadot, autour de l'acte de Miss Sunday de Game of Thrones de Nathalie Emmanuel, voilà, de Jordana Brewster. Alors je n'ai pas vu Fast and Furious 10, donc je ne sais pas si Brie Larson peut jouer dans ce film. Mais de toute façon, dans Fast and Furious, il y a une règle qui est assez simple, c'est que globalement, la plupart des personnages qui sont tués dans les films, je précise, reviennent. Donc voilà, donc si malheur il arrive à Brie Larson dans Fast and Furious 10, ce que je ne sais pas, donc je ne vous spoil pas, et ben peut-être qu'elle reviendra dans ce film. Voilà, et puis une petite dernière news comme ça, mon cher Greg, pour vous dire que il va y avoir une ressortie d'Astérix et Obélix Mission Cléopâtre le 5 juillet au cinéma, avec une version restaurée en 4K. Alors vous allez me dire, ouais, génial. Mais alors le truc qui est intéressant, c'est que vous pouvez voir dès maintenant, c'est qu'en fait Chabat a mis en ligne la scène d'origine du monologue d'Otis, qui est différent de ce qui est présent dans le film, plus long, et assez marrant. D'ailleurs, la première prise, on voit Gérard Depardieu exploser de rire à la fin. Donc voilà, Edouard Baird, extraordinaire. Vous pouvez retrouver cette... moi j'ai vu sur YouTube, donc vous pouvez la voir sur YouTube, et elle sera après le générique de Astérix et Obélix Mission Cléopâtre quand le film ressortira au cinéma le 5 juillet. À toi, mon cher Greg. Est-ce que c'est soutenir le cinéma français que d'aller voir Astérix Mission Cléopâtre ? Je veux juste ouvrir ce débat entre nous. Non, mais bien là, c'est de très loin le meilleur des Astérix. N'en déplaise à Guillaume Canet. Bon, écoute, visiblement, ta news était à portée politique, et tu voulais essayer d'attaquer notre statut de la liberté nationale qu'est Guillaume Canet. Non, je ne l'attaque pas non plus. D'ailleurs, on ne sait pas s'il nous regarde, donc salut à toi. Non, mais il y aura beaucoup de choses à dire sur le Astérix de Guillaume Canet. Mais tu préfères le garder tant qu'il n'est pas mort pour vraiment être ne pas dire des trucs qui le vexeraient trop de son vivant. Voilà. Il y a un truc quand même qu'on peut dire sur le film de Guillaume Canet, c'est que le film est fait avec le cœur. On le sent vraiment pour le coup que Canet s'investit dans le truc. Il le fait pas souvent bien, mais il y a des thématiques, on sent, voilà, qu'il le fait avec le cœur, donc là-dessus je ne lui jette pas la pierre. Donc vas-y, en à fait, toi, mon cher Greg. Il a des bonnes intentions, mais il est nul. C'est ça que tu essayes de nous dire avec la manière. Non, mais il développe des thématiques autour d'Astérix qui sont vraiment intéressantes. Le fait de pas avancer, de la solitude, l'envie de changement, etc. Tu vois, et il le fait plutôt bien, et on sent un côté mélancolique chez ce Astérix qu'on retrouve dans beaucoup d'ailleurs de films de Canet. C'est tout ce qu'on a envie d'avoir dans un Astérix d'ailleurs. Oui, mais alors pour le coup c'est vraiment la force du film. Je ne sais pas trop comment réagir autrement qu'en enchaînant. Du coup, je te propose qu'on enchaîne. En qui ? Alors, du coup, Kerr devait faire une news de manière très professionnelle. Ça a été une belle débâcle. Du coup, je vais faire pareil. Et on fera les news plus clean par la suite. Alors, du coup, je vais faire un détour et après, je vais revenir à la news. Il y a un anime qui s'appelle Carol and Tuesday, dont j'ai déjà parlé, qui est sur Netflix, qui est un anime qui était l'anime qui est fait par Shinichiro Watanabe, qui était donc le showrunner, réalisateur de Cowboy Bebop, Samurai Champloo et d'autres animes de qualité.
Et en fait, donc Carol and Tuesday, le propos, c'est on est dans le futur, on est dans un moment où toutes les charts de musique sont toutes prises par des gens qui font leur musique par des IA. Et les sociétés sont là pour combattre entre spécialistes d'IA, pour lequel va avoir le mec qui crée les IA, qui font les meilleurs tubes. Et ils se mettent d'accord sur du coup qui va chanter telle chanson qui sera le top de la semaine par tel artiste pour le pousser, mais qui du coup va s'effondrer à la semaine 2, et dans 10 semaines ça va être un autre qui a une super IA qui va réussir et tout, et là-dedans Carol and Tuesday qui sont deux artistes qui font elles-mêmes leurs chansons, viennent un peu disrupter ce marché qui s'est ubérisé avec des IA. On est sur tous les mots-clés des news high-tech du moment. Bref, et donc pour dire mais il nous case un anime alors qu'on était là pour les news. C'est pas faux. Est-ce malhonnête ? Je vous laisse juger. Mais, parce qu'accessoirement, c'est un anime qui est pas mal. J'en profite pour le dire. Et bien du coup, maintenant, revenons aux news. Mais pourquoi a-t-il parlé de ça ? Vous allez voir. C'est un plan, c'est comme Usual Suspect, on comprend tout, mais vraiment à la fin. Universal Music vient de signer un accord avec une grosse société qui est très investie dans les AI Soundscape, avec la société New Deal, et du coup le truc c'est que eux donc c'est un label de musique qui génère des musiques via IA. Ce sont pour l'instant des musiques qui sont plutôt en mode musique, relaxation, ambiance, etc. Et ça va être mis à la disposition de leurs artistes. Alors vous allez me dire, mais qui sont ces artistes incroyables ? Donc il y a The Weeknd, Sting, Nicki Minaj, Ariana Grande. Alors c'est pas les seuls artistes, hein. Universal c'est un des plus gros groupes qui y est. Et en fait, au lieu d'être en conflit avec les IA, en fait, ce qu'on voit, c'est que Universal essaye d'ingérer la techno, et premier pas va servir des musiques pour faire potentiellement des instrus, de l'orchestration pour ces artistes, et peut-être le pas d'après. Aller rejoindre le monde de Carol and Tuesday, mais on ne sait pas. Et du coup, la question qui se pose, c'est mais que font les autres les gros labels de musique ? Sont-ils là pour défendre ? Est-ce que Universal est le fou qui va auprès de cette nouvelle technologie ? Eh bien, du coup, allons regarder du côté de Warner Music Group, qui, pareil, en fait, vient de signer un accord avec une société d'IA pour générer de la musique. Donc on s'approche de plus en plus proche du monde de Carol and Tuesday. Et si vous voyez un mec qui est avec sa guitare, dites-lui mec, mais t'es has-been, c'est fini de créer de la musique comme ça. Créer un algorithme qui apprend les musiques de toute l'histoire pour générer la musique. C'est ainsi que les choses vont venir. Souvenez-vous de ces discussions où des artistes disaient aux informaticiens que c'était pas des créatifs. La blague, elle est sur qui maintenant ? Les questions se posent. Qu'est-ce que t'en penses, mon cher Kier ? Encore une fois, ça fait flipper. Je suis profondément contre les IA, notamment depuis que j'ai vu Terminator 2. Ça me fait penser à ma grand-mère qui me disait, mais c'est qui ce monsieur Internet dont vous avez parlé au repas ? Et tu peux pas être contre les IA, tu peux pas être contre la fission, bien sûr que la fusion. Bien sûr que si, que je peux être contre les IA. C'est des avancées technologiques. La question, c'est qu'est-ce qu'on en fait ? Et là, ce qu'on en fait. Mais alors, excuse-moi, la bombe atomique était une avancée scientifique. Je suis contre la bombe atomique. C'est un grand boom. C'est une grande révolution scientifique. Mais non, mais voilà. Non, mais c'est bon. J'assume, je suis contre les IA. Et autre news, mon cher Greg, et là je vais parler de ce fameux truc dont on n'a jamais parlé dans Q10 Click. C'est les Shenso Awards, et plus précisément son nom complet, parce qu'il faut dire apparemment alors je sais pas ce que c'est un site, enfin peu importe, on s'en fiche. Le Fangoria Shenso Awards, qui est donc la cérémonie des films d'horreur. Avec donc moi je connaissais pas, j'ai découvert ça et je m'y suis plongé, je trouvais ça super cool. Alors déjà l'historique, mon cher Greg, de cette cérémonie qui a commencé en 91 avec un premier vainqueur qui était Le Silence des Agneaux. Dans la foulée, on a eu en
94, The Crow. En 96, c'était Seven, le film qui avait gagné. Scream en 97, Scream 2 en 98, l'excellent Dark City en 99, American Psycho en 2001. Donc tu vois, c'est des films qui restent quand même grand public. D'ailleurs là, c'est le prix du film d'horreur qui a eu une large diffusion. Ils font la différence entre les films d'horreur très underground et les films d'horreur à large spectre, on va dire. Jeepers Creepers en 2002, Shaun of the Dead en 2005, on a eu Hellboy 2 en 2009 par exemple, Insidious. Ensuite on a les films un peu plus classiques du genre, Insidious, La cabane dans les bois, on a Conjuring et Dossier Warren, on a It Follows qui était très cool d'ailleurs, je conseille. On a Harry Astier qui a remporté 2 années de suite avec Hérédité et Midsommar en 2019 et 2020. On avait Malignant de 2022 qui est d'ailleurs vraiment une bonne surprise. Malignant, je le conseille à ceux qui aiment le genre. Et on a donc les prix de cette année qui sont tombés. Globalement, ce qu'on peut dire, c'est que le film grand public qui a rapporté le plus de prix, c'est The Black Phone avec Ethan Hawke. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre qui a en premier film, un film qui a eu un prix intéressant, il y a Watcher qui est plutôt pas mal d'ailleurs avec l'actrice de It Follows. On a Jordan Peele, c'est le basketteur, je confonds forcément, c'est obligé. Jordan Peele qui a remporté meilleur réalisateur pour le film Nope. On a le film Prey sur Predator qu'on a vu tous les deux, qu'on avait bien aimé, qui a gagné plusieurs prix, notamment le prix de la meilleure créature en effets spéciaux pour le Predator. On a également meilleur costume pour Prey. Et on a un film donc qui a fait beaucoup parler, qui est Terrifier. Donc là, c'est Terrifier 2 qui est sorti cette année, particulièrement gore. Et qui a remporté 4 prix, dont le film de meilleur film d'horreur à petite audience. Je sais pas comment ils le disent. Un peu underground, qui a pas eu trop de promos, qui a pas eu beaucoup de copies dans les salles, on va dire, donc qui était pas amené à être un gros succès. Donc c'est lui qui a remporté ça. La meilleure série, c'est Stranger Things. Qu'est-ce que il y en a d'autres qui valent le coup d'être cités. Meilleur film de streaming, c'est Prey. Meilleur film donc à large diffusion, c'est The Black Phone. Et il y a un truc que j'ai bien aimé, c'est qu'ils font meilleure performance d'acteur actrice ensemble, et c'est une actrice que j'adore qui a gagné, c'est Mia Goth pour le film Pearl. Mia Goth qui est l'héroïne donc de la trilogie X, Pearl et Maxine. Maxine qui sortira cette année, et c'est l'occasion de rappeler que cette trilogie, enfin les deux premiers, X et Pearl, n'ont pas eu de sortie ciné en France, sont sortis directement en DVD, et c'est bien dommage. Les deux films sont excellents. J'ai hâte de voir ce que ça va donner avec donc Maxine, le dernier film de la trilogie. Et enfin, bah non, je crois que j'ai terminé. Donc voilà. Bah écoute, voilà, c'était les Chainsaw Awards. Je vais suivre ça avec attention. Je sens que ça t'a passionné. Donc nous en parlerons l'année prochaine. À toi, mon cher Greg. J'ai cherché, c'est quoi un titre pour un film à petite audience, et c'est Small Audience. Je n'aurais jamais deviné. Et c'est pas comme ça qu'il le qualifie dans le truc. Ok, eh bien puisque tu as pu du coup nous faire le catalogue de cette palmarès de ce festival que, à mon avis, globalement, beaucoup de personnes sont comme moi, ne sont pas forcément des fous de ce truc. Eh bien, passons sur d'autres news. Kerr, c'était. Mais tu sais que là, dans les films que je t'ai cités, là, je les avais tous vus. Moi, je les avais tous vus, ces films-là. Bah, c'est je pense, une super nouvelle. Et d'ailleurs, je trouve que The Black Phone est un peu surcoté. Mais bon, c'est un avis purement personnel. Eh bien, je te laisse à ta news, qui, je l'espère, sera plus intéressante que la mienne, puisque c'est ce que tu as teasé. Ah non, ma news est moins bonne, mais du coup, il faut que je la fasse, je n'ai que ça. Donc, eh bien, qu'est-ce que je peux vous faire ? Meta. Alors, c'est une news qui n'est pas une news ciné-série, mais que je trouve intéressante, donc je voulais la couvrir. C'est Meta, donc la société qui appartient à Facebook, eh bien, et a une petite amende, voilà, petite contredanse, de 1,3 milliard de dollars.
pour avoir tout simplement, vous savez, tous ces trucs RGPD où vous dites oui, non, est-ce que vous voulez que toutes mes informations partent dans les cookies, etc. Eh bien, l'Europe a tapé du poing poliment, tu vois, comme ça, mais en mettant la nappe propre, mais taper quand même du poing sur la table pour dire que en fait, eh bien, Facebook a envoyé toutes les informations des ressortissants européens sur leur data center américain, ce qui était donc interdit d'après les lois européennes, et que du coup toutes ces fois où on disait non, on consent pas, et pourtant eh bien, certaines des infos ont l'air de partir quand même, eh bien c'est une amende de 1,3 milliard de dollars que Facebook va payer. Moi je trouve ça très chouette, et c'est un bon message d'espoir pour dire que de temps en temps, les grosses sociétés sont obligées de se soumettre comme ça un petit peu à la loi. C'est pas mal. Et j'ai envie de dire, il y a suffisamment de news qu'on couvre cinéma-série pour montrer qu'il y a des choses semblables sur notre domaine. Mais je trouvais ça suffisamment notable pour que ce soit pas mal d'en parler. Est-ce que ça te fait réagir, ou est-ce que tu veux tout de suite passer à la news suivante ? Non, ça me fait pas particulièrement réagir. J'adhère globalement à ce que tu as dit. Donc je vais passer du coup à la news suivante et vous parler un peu des films qui vont arriver et dont les premières critiques sont sorties, notamment des films qui étaient présentés au Festival de Cannes, films et séries. D'ailleurs, j'ai commencé par une série. Avec une série qui est en train de défrayer la chronique, c'est The Idol de Sam Levinson, avec donc le chanteur plus qu'à succès The Weeknd, et Lily Rose Depp, dont le papa a lui aussi fait énormément parler pendant le festival de Cannes. La série donc était un événement de HBO, les premières critiques sont tombées et il a pour l'instant, au moment où je vous parle, seulement 20% de critiques positives. On reproche à cette série, alors, qui apparemment est visuellement très réussie, sur le monde de la musique, de tomber beaucoup trop dans le caractère sensuel ou sexuel, qui a voulu, alors déjà qui fait que Lily Rose Depp, je sais pas le dire, je suis désolé, Johnny Depp, Lily Rose Depp, voilà, je sais le dire, Lily Rose Depp, qui est la fille de Vanessa Paradis, malheureusement subit des attaques complètement stupides sur les réseaux sociaux, et donc voilà, donc pour The Idol, moi j'ai quand même envie de voir ce que ça donne, parce qu'il y a des critiques qui sont plutôt positives. Donc mais c'est grosse série de HBO, hein, c'est la première apparition à l'écran de The Idol, non, ça c'est le nom de la série, mais de The Weeknd, et je pense que la série sortira, alors faudrait vérifier, mais ça pourrait sortir en semaine, ce qui serait particulièrement paradoxal quand on en connaît le nom de son interprète principal. Ça, c'était un jeu de mots particulièrement loupé. Autre film, cette fois, qui a des critiques relativement mitigées, c'est Indiana Jones, le prochain. J'ai vu une critique qui disait que le seul intérêt du nouveau Indiana Jones, c'était de relativiser le côté catastrophique du précédent Indiana Jones. Donc quand on dit ça, on dit beaucoup de choses. Alors il y a quand même beaucoup de critiques qui mettent en avant le fait que Harrison Ford est très bon dans ce film, tu sais mais Jones, que voilà, quand on y c'est un film décevant. Le mec, il vit sur les sites conspirationnistes. Il a vu des nazis essayer de retrouver l'arche perdue de Dieu. Il a essayé de retrouver la coupe du Christ. Il s'est rendu compte qu'il y avait des extraterrestres d'une autre dimension. Le mec, il est dans le monde des fake news, en fait, Indiana Jones. Je viens juste de percuter. Mais ça se trouve, en 99, le mec, c'est lui qui a Breitbart, et il comprend pas pourquoi tout le monde n'a pas compris, quoi. Et donc, qu'est-ce qu'il nous raconte encore cette fois-ci ? Je sais pas du tout quelle est l'histoire de ce nouveau Indiana Jones. Alors je t'avoue que j'avais pas envie de le voir avant, parce que ça me chauffe pas plus que ça. Malgré la présence de Phoebe Waller-Bridge, qui est une génie, hein, j'ai déjà dit, et qui est l'auteur et l'actrice principale de la série Fleabag. Mais bon, apparemment même sa présence ne sauve pas le film. Mais bon, à voir quand ça sortira. Un autre film a été présenté à Cannes, et lui par contre a des critiques dithyrambiques.
C'est Killers of the Flower Moon. Puisque tu parles de Indiana Jones à Cannes, c'était justement une de mes news. Le truc, c'est qu'il y a des messages très contradictoires autour de ce nouveau James Bond, n'importe quoi, de ce nouveau Indiana Jones. En fait, d'un côté, à Cannes, il a eu une standing ovation, Harrison Ford, après la diffusion de longs extraits du film. Et du coup, vous pouvez voir, donc il y a des vidéos, etc. La salle est en délire. Et Harrison Ford se met à pleurer pendant son discours. Alors, il a eu une palme d'or d'honneur, d'ailleurs. Et du coup, là, je parle du screening. Hein, je parle pas du moment de la palme d'or. Et du coup, donc il y a vraiment un message de c'est le film de l'année. Et à côté de ça, effectivement, il y a des premières reviews ou premiers aperçus qui tombent, qui elles ont l'air de dire que c'est cata. Et si vous faites confiance à vos yeux, n'hésitez pas à aller voir les derniers extraits. Les derniers extraits, on a l'impression que le film, ses effets spéciaux ne sont pas finis. Donc moi, je suis très méfiant par rapport à ce qui va apparaître. Le réalisateur a dit énormément de choses qui me donnaient très envie d'aller le voir, mais définitivement, les derniers extraits sont plus que inquiétants sur la qualité du film, quoi. Alors sur Cannes et les standing ovations que tu évoques, vous savez qu'on mesure la durée des standing ovations. Par exemple, le film de Scorsese que je vais parler après a une bien plus longue standing ovation que Indiana Jones. Mais il y a toujours des standing ovations, même quand le film est loupé, quand la projection est très médiatisée. Donc là, il y a 5 minutes pour Indiana Jones. Sache que pour The Idol, la série qui était également présentée, d'ailleurs avec une pléiade d'influenceurs qui étaient invités, il y a eu également 5 minutes de standing ovation et tu vois que les critiques sont catastrophiques sur Rotten Tomatoes. Mais donc voilà. Alors moi j'enchaîne avec Killers of the Flower Moon. Admettons que ton film soit à Cannes. Et là, le truc c'est que du coup t'as vraiment aimé le film. Tu te dis bon bah en fait tu regardes ta montre, tu te lèves et tu regardes ta montre et tu te dis bon bah faut que je sois debout. Bon là je pense que je l'ai aimé au point de 20 minutes debout. Et là tout le monde se fait chier en étant debout en train de se regarder. Mais c'est ça. Ça n'a aucun sens. C'est ça. Mais c'est ça. C'est exactement ça. Bon, cette fois, laisse-moi parler du Scorsese, Killer of the Flower Moon, pour vous dire que les critiques sont très bonnes sur le film et que beaucoup de critiques mettent en avant un point, ça serait là où, en tout cas, une des meilleures prestations de Leonardo DiCaprio de toute sa carrière. Donc voilà. Mieux que dans Titanic. Moi, j'ai lu ça. Mieux que dans Titanic. Et je continue dans les premiers retours pour vous dire qu'il y a les premiers retours de La Petite Sirène. Alors ça aussi, c'est une grande question. Est-ce que La Petite Sirène va boire la tasse au box-office ou est-ce que ça va être un succès comme l'avait été Le Roi Lion? On verra. Toujours est-il que le film a, pour l'instant, sur Rotten Tomatoes, au moment où on vous parle, 70% de critiques positives et que c'est les meilleures critiques depuis La Belle et la Bête qui est sorti en 2017 si je ne dis pas de bêtises, meilleure critique des adaptations live de Disney. Donc apparemment il est mieux accueilli que l'était par exemple Le Roi Lion, que j'ai détesté, Le Roi Lion. Donc voilà pour ça. Et puisque je parle de Disney, j'ai envie d'enchaîner pour vous dire qu'il va y avoir un film Cendrillon, mais un film d'horreur. Alors il va pas être fait par Disney. Ça va être un peu le même principe que pour Winnie l'ourson, qui avait eu aussi un film d'horreur et qui, d'après les critiques, je l'ai pas vu, est absolument catastrophique. J'enchaîne avec une autre princesse, pas Cendrillon, mais Padmé Amidala. Puisque Nathalie Portman a déclaré qu'elle était intéressée par un retour dans l'univers Star Wars, même si pour l'instant personne ne lui a demandé de revenir, elle se sentait prête pour le faire. Et puisque je parle de retour, sachez que Negasonic, le personnage qu'on a vu dans Deadpool 1 et Deadpool 2, sera de retour dans Deadpool 3. Et puisque Greg, mais il faut faire attention parce que le négationnisme c'est interdit en France. Negasonic, je sais plus le nom complet de Teenage. C'est le dérapage. Super. Faut avouer que ce serait un dérapage. S'il y a un personnage de film de Disney qui s'appelait négationniste, ce serait vraiment un gros dérapage pour Marvel.
Et c'est vrai que Deadpool 3 sera un film Disney. La saison 2 de Loki a une date, elle sort le 6 octobre sur Disney+. Elle commence le 6 octobre sur Disney+. Et puisque je parle de Disney+, et je suis forcément obligé d'enchaîner avec une autre news, pour vous dire que l'actrice Ming-Na Wen, qu'on a vue récemment dans le rôle de Fennec dans Boba Fett, mais qu'on avait vu notamment aussi du côté de Marvel dans Agent of S.H.I.E.L.D., et c'est surtout l'occasion pour moi de replacer cette excellente série, qui est une de mes séries préférées ever, qui est Boba Urgence, Fett. elle jouait dans Urgence également, et ben elle va avoir, figure-toi mon cher Greg, le 30 mai, son étoile à Hollywood, le Walk of Fame. Voilà mon cher Greg. Je crois que j'ai quasiment fini. Ouais, il me reste une ou deux petites news, mais pas grand-chose. À toi. Merci pour toutes ces news. Du coup, je vais enchaîner avec... Alors, il y a deux associations que je ne connaissais pas avant de couvrir cette news. Donc, il y a la Screen Actor Guild, et donc la SAG, et la Fédération américaine des artistes de la télévision et de la radio, celle que tout le monde appelle l'AFTRA, qui donne ce sigle qui est connu de tous, la SAG AFTRA. Et donc, la SAG AFTRA, eh bien... Juste le début de cette news me donne très 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 envie de connaître la suite. Eh bien, en fait, donc, en gros, c'est les acteurs. Si on résume, c'est la fédération des acteurs. Viennent de voter à la suite donc, de la grève des scénaristes, viennent de voter la première étape du fait que eux aussi rentrent en grève. Donc, si on n'a pas d'auteur et pas d'acteur, normalement, quasiment toutes les séries vont être en pause. Il y en a qu'une seule qui ne pourra Sauf pas. le Seigneur des Anneaux. Exactement. Sauf qu'il y en a une seule qui ne pourra pas ne s'arrêter. C'est le Seigneur des Anneaux. Et donc peut-être qu'on verra Jeff Bezos un coup du coup en elfe, un coup en balrog, un coup habillé en arbre qui bouge pour faire le tréant. Il ne s'arrêtera pas. Donc comprenez-le. Il n'y a pas d'acteur, il n'y a pas de scénariste. Il s'en fout. Il y va. Il n'y a pas de showrunner non plus. Il aura le vieux nez tout pourri parce que c'est lui aussi qui fera le maquillage des nains. Il va tout faire. Imaginez ce costume où il va être comme ça avec 3 feuilles collées sur son torse pour jouer le tréant. Ça c'est un mec. Voilà, ça c'est un mec il a la foi. Voilà, faut pas chercher. Il est là-dedans. Mais donc pour juste repenser news de manière un peu plus sérieuse. Donc en gros, les négociations doivent être arrivées à un accord pour le 30 juin. Sauf que du coup, pour démarrer, en fait, la manière dont ça se passe, c'est que d'abord les associations doivent voter le fait qu'ils ont le droit de rentrer en grève. C'est fait. Ils ont le droit d'entrer en grève. Et du coup, d'ici 1 à 2 semaines, si il n'y a pas un accord qui est ratifié, donc en gros, ils veulent plus de blé, mais pas que. Et du coup, ils rentreront vraiment tous en grève. Ce qui va du coup rendre encore plus compliqué et sans doute arrêter de manière encore plus brutale les productions de films, de séries, etc. Bon, même si là, les acteurs sont majoritairement à destination séries streaming. Voilà. Donc ce SAG AFTRA dont je n'arrêtais pas de voir les lettres un peu partout sur des news, je ne comprenais pas pourquoi il y avait une importance. Je me suis dit c'est vraiment le pire des acronymes. Eh bien c'est parce que c'était très important. J'enchaîne sur une autre news, mon cher Kerr, ou tu veux... Oui, vas-y, je finirai avec 3 petites news à la fin. Alors, puisqu'on était en train de parler de séries, eh bien j'enchaîne avec le fait que Paramount Plus aux États-Unis va monter le prix de son abonnement. Il était à 5,99 par mois, excusez-moi, et ils vont le monter à 11,99 par mois en rajoutant Showtime. Et oui, donc en fait, Showtime avait son application et du coup donc les deux plateformes fusionnent plus ou moins et j'ai envie de dire ça va être le Moda, le patron. Mais attention, Showtime c'est le sport aussi hein. Il faut voir s'il y a le sport inclus dans l'abonnement hein. Parce que Showtime c'est très très lourd au niveau du sport aux US.
Et puisqu'on est en train de parler de fusion, de plateforme, le patron, donc David Zaslav, le patron de Warner Bros. Discovery, donc c'est HBO Max entre autres pour nous, eh bien vient de faire un gros discours pour dire qu'il était temps de faire des bundles de tous les services de streaming, que mieux valait avoir une offre package très intéressante avec les 2-3 meilleures plateformes de chaque pays. Donc ce qui est en train en fait d'avoir lieu en France, Canal+ a une offre bundle à 30 balles et des bananes pour du coup plein de plateformes. Et visiblement, à mon avis, on doit faire partie des territoires tests de manière non officieuse. Et du coup, c'est ce qui risque de pousser. On voit déjà que Amazon Prime est une espèce de hub. Combien de fois ça me prend la tête de voir qu'il y a une série, puis là il me dit abonnez-vous, mais ne me le montre pas si je l'ai pas. Et donc en fait... Alors que Canal ne le fait pas, ça, d'ailleurs. C'est-à-dire, si tu n'as pas Disney+, ils vont pas te spam du contenu de Disney+, sur ta home. T'as vraiment le contenu... Sur MyCanal, hein, je parle, t'as le contenu de ton abonnement. T'as entièrement raison, c'est un mauvais exemple parce que le contenu Disney+, il est sur l'app Disney+, et l'abonnement est juste payé par ton abonnement Canal. Mais ce que tu dis est vrai sur Paramount+, sur OCS et sur Apple TV+. Et du coup, le truc, c'est que d'une manière générale, c'est sûr que là, on a vécu un peu le Far West, et là, on arrive à quelque chose qu'on connaît. Les offres, c'est cable TV, ils appelaient ça aux États-Unis. Chez nous, c'est les offres bouquets de chaînes. Vous avez votre opérateur internet. Dedans, vous avez 10 chaînes, 10 bouquets de chaînes en disant c'est les chaînes sport, les chaînes ciné, etc. Et vous rajoutez 2 balles, 3 balles, 10 balles en fonction de si vous aimez le sport, le ciné, etc. Et c'est clair que là, le marché est en train de se rationaliser et d'y aller. Est-ce que c'est tant pis pour eux, tant pis... moi, j'ai envie de dire tant mieux pour nous, parce que ça veut dire, à mon avis, surtout que les packages vont commencer à baisser de prix, parce que là, ça commençait à devenir absurde. Je regardais, si je prenais l'intégralité des abonnements qui m'intéressaient, il y en aurait pour 1 200 € par an. C'est complètement absurde. Du coup, je pense que c'est une bonne chose que tout ça redevienne des bundles. Ouais, et j'en profite, mon cher Greg, juste pour vous dire que du coup, on parle un petit peu de ça dans la vidéo Disney Plus en danger. Donc, on vous invite à regarder sur la chaîne, et qu'il y a une autre vidéo sur un sujet qui est très proche, puisqu'il concerne aussi les plateformes. C'est une vidéo qui va arriver sur la disparition de contenu sur les plateformes. Ça aussi, c'est quelque chose de nouveau, et c'est quelque chose qui risque de se répéter. Et qui pourrait être une menace pour de très nombreuses œuvres, et aussi pour nous, spectateurs, téléspectateurs. Voilà. Qui a tout à fait raison, la vidéo va sortir dans pas longtemps. David Zaslav rajoutait également que du coup Warner Bros Discovery, avec la fusion, et surtout après les coupes incroyables, je rappelle, film Bad Girl annulé, alors qu'il était tourné. Et bref, et donc là, ça y est, ils sont repassés du côté rentable, donc ils s'en félicitent. Donc peut-être que puisqu'ils sont rentables, ils vont commencer de nouveau à un petit peu lâcher la bride sur certains projets. Et si tu parles de ça justement de Warner, moi j'ai une news qui concerne vraiment ça, puisque c'est là maintenant qu'on en parle, la sortie officielle de Max qui remplace HBO Max. Et mon cher Greg, sache que sur Max, c'est vraiment l'effet inverse de ce qu'est en train de faire Disney+, et de ce que potentiellement pourrait faire Netflix. Ils ont doublé le nombre d'heures de programmes disponibles par rapport à HBO Max. Il y a 35 000 heures de programmes sur Max, et c'était 2 fois moins sur HBO Max. Donc voilà, la Warner est dans une dynamique tout autre. Et j'ai envie de dire, on peut s'en féliciter. Merci de cette précision. Du coup, je vais passer à une petite news du côté jeux vidéo, mais c'est parce que je suis très très fan de la licence Final Fantasy. Bon alors, attention, petit disclaimer, je travaille quotidiennement avec les équipes qui s'occupent de la licence Final Fantasy en France, mais ça ne m'empêche pas, à titre personnel, et puis j'en avais parlé longtemps avant de travailler avec eux, c'est ma série de jeux vidéo préférée, c'est celle qui m'a amené dans le jeu vidéo. Eh bien, il y a Yoshida-san
qui expliquait que donc là je vais parler, donc c'est à la fois le producteur de Final Fantasy XIV et il est producteur sur Final Fantasy XVI et du coup il a annoncé que sur Final Fantasy XVI, en fait, il avait poussé les équipes à regarder Game of Thrones parce qu'il pense que en fait, il avait vieilli et qu'il avait envie d'avoir une fantasy, une heroic fantasy plus proche, plus mature, plus adulte, et qu'il avait envie de s'inspirer peut-être plus maintenant d'une ambiance Game of Thrones ou d'une ambiance peut-être Seigneur des Anneaux pour faire évoluer et mûrir les Final Fantasy. Je sais que moi, ça me parle beaucoup. Même si et puisque tu parles de Final Fantasy, mon cher Greg, j'ai une news. Je vais juste terminer. Ouais. C'est juste que c'est la première fois que je ferai pas un Final Fantasy en Day One parce que je vais juste pas acheter une PS5 que pour lui, mais j'attendrai qu'il soit sur PC, qui sera sans doute la master version. Ouais, et du coup, alors je fais ma news Final Fantasy qui était en fait un troll. C'était pour vous dire que la news Final Fantasy concerne le fait que le 7 est le meilleur. Voilà, tout simplement. Je vais enchaîner avec quelques petites news, mon cher Greg. Moi, je termine là-dessus, si tu le permets. Dans la précédente vidéo, je vais vous parler de Michael J. Fox qui parlait de Retour vers le futur et qui, d'une manière en interview très blasée, disait de toute façon... j'ai bien compris que vous alliez en refaire, j'ai été payé, faites ce que vous voulez, si vous avez une idée intéressante, faites-le, mais j'en doute. Donc concernant l'idée intéressante, il y a un truc qui est très étonnant, c'est que Christopher Lloyd, qui joue le professeur, et qu'on a vu récemment dans The Mandalorian notamment, lui a dit qu'il serait hyper heureux de revenir dans Retour vers le futur 4. Et ouais, il a dit... s'il y a une idée brillante pour faire ce film, let's go. Donc peut-être, mon cher Greg, que ce qui paraissait être protégé des très mauvaises idées de l'industrie actuellement, donc en l'occurrence la trilogie Retour vers le futur, pourrait être aussi touché par une potentielle suite. Je trouve que l'idée est très mauvaise. Voilà. Et j'avais mais tu en avais parlé la semaine dernière. En fait, ce qui est important, c'est que Zemeckis et son compère, eux, qui ont les droits sur la licence, sur l'histoire, refusent. Donc de là, pour l'instant, il n'y a pas de raison qu'il y en ait d'autres tant qu'ils tiennent. Par contre, mais là, il y a une communication. C'est que quand la communication laisse penser qu'il y a un truc qui se prépare. Moi, je pense que le problème, c'est quand il y en a un des deux qui va mourir. Et les ayants droit derrière, ça sera sans doute une autre aventure. Tu veux enchaîner ou j'enchaîne ? Je fais ma dernière news pour vous dire que Jennifer Lawrence était présente à Cannes et pour un beau projet puisqu'elle a fait un documentaire, elle produit un documentaire qui s'appelle Bread and Roses, qui n'a rien à voir avec Guns and Roses, mais Bread and Roses, un documentaire de Sarah Mani qui aborde la question des femmes afghanes depuis le retour des talibans. Donc très belle initiative de la part de Jennifer Lawrence de venir à Cannes pour présenter ce documentaire. Voilà, mon cher Greg, à toi. Eh bien, mon cher Kier, tu parlais de communication qui laisse à penser. Eh bien, dans la communication qui laisse à penser, sur le podcast The Big Pictures, sur le groupe de podcast The Ringer, eh bien, il y a une personne qui s'appelle Joanna Robinson qui a écrit un livre qui va sortir, MCU, le règne des studios Marvel. Eh bien, en fait, expliquer que, d'après ses recherches et qui ont été confirmées ces derniers temps, eh bien, en fait, au début, il n'était pas prévu que la nouvelle phase du MCU soit sur Kang, mais pas du tout. Ils avaient des pistes, ils avaient des scénarios qui n'allaient pas du tout dans ce sens-là. Et c'est en fait Kevin Feige et l'équipe qui gère en fait les directions de l'histoire, qui ont été vraiment séduits par la prestation de Kang dans... là, je vous dis ce qu'elle dit. Dans d'abord Loki, puis dans Quantumania, qui ont donc décidé, après coup, d'en faire le personnage central. Alors les gens vont dire, mais après coup, Quantumania, il vient de sortir et tout. En fait, ce serait quand ils regardaient ce qu'on appelle les dailies. Donc en gros, quand il y a
Un film est tourné le soir, après le tournage, les équipes de production et toutes les gens qui sont autour du film ont une projection privée de ce qui a été filmé en journée. Il y a un monteur qui fait un espèce de petit bout à bout pour voir à quelle gueule va voir le film. Et ce serait pendant ces délices, donc pendant il y a longtemps, le moment où il y a eu le tournage, que du coup la décision a été prise. Évidemment, donc du coup, cette communication vient avec le fait qu'il y a toujours une ombre qui tourne autour de Jonathan Majors, qui est toujours là pour l'instant, qui ne répond plus sur toutes les accusations. Et il y a d'autres sources qui ont parlé, si je me trompe pas, c'est à Hollywood Reporter, à Collider, pour dire que les plans originaux n'étaient pas sur Kang, etc. Donc je pense que là, il y a nos amis du MCU qui sont gentiment en train de préparer une annonce qui va sans doute tomber dans le mois, pour dire que Jonathan Majors est peut-être mis de côté en fonction de ce qui va avancer avec la police. Et le truc, c'est qu'il sera mis de côté pour dire qu'ils sont retournés au plan originel. Problème, c'est que le plan originel, ça fait donc peut-être 1 an, voire plus, qu'il n'a pas été avancé. Et tous les autres plans, et toutes les connexions, et tous les caméos qui ont été prévus sont sur une phase qui est dirigée par Kang. Donc, communication, vérité des faits, ça je n'en sais rien, mais je pense que là ils sont en train de se préparer très très fort au fait qu'ils dégagent. Et non, je vois juste Kier bondir sur son fauteuil, mais je ne pense pas qu'il voulait réagir en réalité. On enquille par mes toutes dernières news. Il y a Kotaku qui dit que d'après les analyses sur les bilans financiers et sur des sources internes de Ubisoft, eh bien, il y aurait l'open world Star Wars qui avait été présenté il y a très longtemps, sur lequel on n'avait pas d'informations, qui devrait arriver en mars 2024. C'est pas une date au pif, mars 2024, puisque c'est la fin de l'année fiscale donc de Ubi, et du coup Kotaku dit qu'ils auraient besoin de sortir ce jeu dans leur année fiscale en cours, donc jusqu'à mars 2024. Moi, c'est un open world sur Star Wars, je pense que ce jeu peut casser Internet s'il est bien fait, et du coup c'est ce que j'espère. Autre point, il y a Elysa Clarke qui est une scénariste et script sur les tournages de nombreux films et séries américaines, qui a fait une succession de tweets. Si vous voulez aller le voir, c'est @TheElysaClarke. Eh bien, The Elysa Clarke, en fait, donne une piste pour comprendre en fait cette grève des scénaristes. En quoi est-ce qu'elle arrête les tournages et à quoi servent les acteurs sur le tournage. Elle le décrit vraiment très spécifiquement en 22 étapes. Alors, je vais pas vous les refaire toutes, mais en gros, le truc, c'est que pour donner quelques exemples, sur la série Succession, ils ont besoin de 3 scénaristes à temps plein pendant toute la durée, enfin chaque jour de tournage qui est en place. Sinon, ils ne peuvent pas avancer. Et donc, par exemple, elle explique que ils sont là pour prendre en note tout changement de script qui est décidé sur le tournage, pour adapter donc la suite de ce qui va être tourné. Il y a les lectures avec les acteurs, donc les lectures de table en préparation des futures scènes et en préparation de la scène qui va être tournée. Ils font également évidemment toutes les réunions avec tous les différents corps de métier qui ont besoin de comprendre qu'est-ce que pense ce personnage et donc pourquoi il serait habillé comme ça, en costume, en maquillage, en création de décors, etc. Et du coup, ils sont très très présents puisque le réalisateur ne peut pas se démultiplier pour expliquer le scénario à tout le monde. Ils sont là pour le faire. Et donc, s'ils ne sont pas là pour expliquer quelles sont les intentions du décor, quelles sont les intentions du costume, c'est des postes qui ne peuvent pas avancer. Et c'est pour ça que leur grève va donc engendrer des retards, voire même un arrêt des tournages. On enquille par une petite news pour ceux qui avaient bien aimé Everything Everywhere All at Once. Eh bien, il y a Disney Plus a annoncé qu'il va y avoir une série qui s'appelle American Born Chinese, qui est une adaptation d'une graphic novel de 2007 qui a eu le prix de meilleure bande dessinée de l'année par le Publisher Weekly, par le Times, par Amazon. Et donc du coup, pourquoi je parle des deux ? Eh bien, c'est tout simplement parce que American Born Chinese a
quasiment re-signé l'intégralité du cast sino-américain de Everything Everywhere All at Once. Donc si vous aimez bien ce casting, eh bien, vous devriez bien aimer les acteurs de American Born Chinese. J'enchaîne également pour dire que, puisque je parlais des grèves, il y a des auteurs. Il y a l'auteur de Big Fish, qui est un des films qui a beaucoup marqué Care, et qui est en fait une des personnes qui est très importante dans le comité qui a signé la grève des auteurs. Il est l'animateur d'un podcast, excusez-moi, je cherchais, d'un blog. Et sur le blog, en fait, il expliquait qu'il a un logiciel dans lequel il est comment on appelle ça ? Il est co-actionnaire, qui s'appelle Scriptnote. Et en fait, Scriptnote est un logiciel qui aide les scénaristes à écrire leurs histoires, notamment avec ChatGPT, ChatGPT 3. Et en gros, il permet de dire, voilà, quelle est mon idée de pitch ? Est-ce que tu peux m'aider à développer telle partie ? Mon personnage, je galère, et donne-moi des idées. Proposer des synonymes. En gros, ils ont essayé d'amplifier un petit peu leur logiciel par ça. Et du coup, il est complètement dans la tourmente parce que bien une des demandes les plus importantes des scénaristes, c'est que les scénarios ne soient absolument pas touchés, ni checkés, ni revérifiés, ni contre-vérifiés, ni que les propositions de base soient faites par des IA. Et du coup, une des personnes qui soutient ça est une personne qui en fait est co-actionnaire d'un logiciel qui est là pour pousser ça. Vous pouvez imaginer le conundrum, comme on dit en anglais. Du coup, eh bien, c'est la mélasse. Mais en fait, pourquoi je couvre cette news ? C'est pas tant ce mec-là qui m'intéresse. C'est parce qu'en fait, on voit qu'on a un moment où, en gros, comme on le disait avec Art tout à l'heure, la technologie peut apporter des choses bien pour les gens qui l'utilisent. Et en même temps, les gens qui l'utilisent n'ont pas envie qu'elle soit pas là pour les aider, mais qu'elle soit là pour les supplanter. Et les scénaristes sont exactement à ce moment-là. Et c'est assez intéressant de voir comment ça avance de leur côté. J'enchaîne du côté un petit peu pognon. Il y a Disney donc, qui s'était engagé à faire des économies là, sur les derniers mois de 5,5 milliards de dollars. Donc c'est pas des petites économies même à la taille de Disney. Et du coup, la personne qui s'occupe, donc le directeur, il s'appelle President of the Park, donc c'est le monsieur Josh D'Amaro qui s'occupe des parcs Disneyland partout dans le monde, en fait a déclaré que à son niveau, les économies seront bien évidemment obligées d'être faites, mais elles ne seront pas sur ce qui est front-end, donc sur les personnes qui sont en contact avec les clients. Donc tous les gens, tous les animateurs des parcs ne seront pas virés. La question, c'est où est-ce qu'ils vont faire des économies ? Il y a déjà des attractions, il y a déjà des parcs, des hôtels dans les parcs qui sont fermés. On est dans une période assez étonnante, là où on voyait Disney exploser. Eh bien, là, c'est un petit peu la Bérésina. Ils se sont un petit peu... ils ont parlé du fait que, est-ce que oui ou non, ils avaient un gros projet de développement d'un autre gros projet autour des parcs en Floride, où le projet est complètement arrêté. Leur hôtel spécial Star Wars, donc c'est fini. On en parle plus précisément dans la vidéo sur Disney pour expliquer pourquoi le pognon de Disney en interne ça marche pas, pourquoi est-ce que du coup ils ont moins d'argent pour les trucages sur les films du MCU, pourquoi ils ont du coup les parcs qui sont eux-mêmes une cash machine, mais une cash machine qui est compliquée à rentabiliser encore plus qu'elle ne l'est, et du coup je trouve ça assez intéressant, et tout ça c'est sous une tension politique, puisque la Floride, quand Disney en parle, c'est un truc qui est très important, puisque il y a des aides d'État en fait historiques qui ont été coupées, et du coup Disney le sent très clairement passer. Donc on espère que Disney retourne potentiellement à la qualité sur les prochains films du MCU, les prochains Star Wars, et que ce soit ça qui nous donne envie de reprendre des billets de cinéma chez eux, qui nous redonne envie d'y retourner, et que ce soit ça qui naturellement et mécaniquement leur génère plus de pognon, pas juste de licencier des gens et de faire ce qui est
la mécanique habituelle, mais qui amène à faire des économies, et du coup à ne plus investir dans la qualité. Et c'est ça qui serait bien dommage. Mon cher Kerr, est-ce que tu as une dernière news ou est-ce que c'est le mot de la oui. fin ? Non, j'en ai une, mon cher Greg. Elle est pas petite, c'est même une breaking news. Je pense que c'est la plus grosse breaking news de l'histoire de Cult & Click, puisque Netflix vient d'annoncer sur Twitter et en envoyant des mails à ses utilisateurs que la restriction des partages de comptes s'appliquait à partir de maintenant en France et dans le reste du monde. Il est dès maintenant interdit de partager son compte. Alors j'ai regardé un peu le mail de Netflix et également le tweet et puis la petite page qu'ils ont mis avec les différentes informations à ce sujet. Il n'y a pas d'explication pour l'instant sur les sanctions ou comment ça va fonctionner si quelqu'un qui n'est pas chez vous se connecte à votre compte. Toujours est-il que c'est effectif, et là c'est la vraie surprise. C'est effectif dès maintenant. Pourquoi c'est une vraie surprise ? Parce que les dernières news disaient que la fin du partage de compte aux USA avait été repoussée de plusieurs mois parce que la situation actuelle de Netflix au niveau financier n'était pas bonne et que ils avaient besoin de temps pour le faire. Là, ils étaient à la recherche de 300 millions de dollars d'économie, ce qui pourrait affecter d'ailleurs le contenu présent sur la plateforme. Et en fait, ils ont, à la surprise générale, ils ont annoncé avec ce tweet, je te le lis: votre compte Netflix est pour vous et les personnes avec qui vous vivez, donc votre foyer. Voilà, donc fin du partage de compte. Et alors attention, si vous êtes américain, il faut payer $8 pour ajouter une personne supplémentaire sur votre compte. Et vous êtes français, vous voulez donc savoir, mais vous le savez déjà, je pense, au moment où est sortie cette vidéo, il faut rajouter 6 € par personne sur votre compte. Donc bon. Voilà ce que ça va donner. Du côté de Netflix, on dit que ils sont conscients qu'il y aura des annulations. Mais dans les pays où ils ont testé déjà le système, ils se sont rendus compte que les personnes qui profitaient du compte de quelqu'un d'autre finissaient par revenir en prenant leur propre compte et que financièrement, ils y gagnaient. Je pense que cette mesure va être ultra impopulaire et que le fameux tweet de Netflix où ils disent « le partage, c'est la vie », va se retourner concrètement contre eux. Alors ils justifient cela pour financer le contenu et faire face à la concurrence. Je trouve ça très 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 cocasse d'annoncer ça le jour de la sortie de Max, qui est le nouveau mastodonte du streaming, donc en remplacement de HBO Max. Là, je suis perplexe. Il nous faudra un peu de temps pour analyser cette nouvelle. On en reparlera. Mais voilà, le partage de comptes sur Netflix, c'est fini. Mais du coup, moi, j'aimerais bien demander aux gens, puisque moi, ça fait quelques semaines maintenant qu'il n'y a plus de partage de comptes à la maison. Chacun a son compte avec les gens de ma famille. Donc, je suis très curieux techniquement comment ça marche. Les gens avec qui vous partagez, parce qu'il y avait... Enfin, Netflix encourageait à partager, donc j'ai envie de vous dire, je vois pas en quoi c'était un problème. La question, c'est comment est-ce qu'ils implémentent ça ? Parce que quand vous êtes avec votre téléphone en dehors de votre maison, vous n'êtes pas sur la même adresse IP, donc je ne suis pas sûr de comprendre comment ils font. Et du coup, comme je ne comprends pas comment ils font, comme souvent quand je ne me comprends pas, je n'y crois pas. Et donc, est-ce que c'est un effet d'annonce ? C'est peut-être pour ça qu'il n'y a pas d'évocation de sanctions, Greg. Et ou est-ce que c'est vraiment est-ce que c'est un effet d'annonce ou est-ce que c'est un truc hyper relou en mode dès que vous êtes pas chez vous pendant 2 semaines, il y a un token, il faut vous reloguer, etc. Et ce qui est vraiment une sanction pour les utilisateurs payants. Je suis très curieux de savoir comment ils vont implémenter ça, donc n'hésitez pas à le dire en commentaire pour qu'on puisse avoir des retours, et peut-être que certains d'entre vous n'auront aucune problématique, d'autres seront très bloqués. Je suis très curieux de savoir. Mais tu vois, par exemple, au travail, sur le mail qu'a envoyé Netflix qui est en train d'envoyer Netflix aujourd'hui, c'est écrit: un compte Netflix est destiné à être utilisé par les membres d'un même foyer. Toute personne vivant au sein de ce foyer peut regarder Netflix n'importe où, que ce soit à la maison, en déplacement ou en vacances. Mais il ne précise absolument rien du fonctionnement. Oui, mais en fait, le truc, c'est que, regarde, il y a plein de fois où je télécharge un épisode Netflix sur l'app,
et je suis sur le Wi-Fi du bureau. Comment est-ce qu'ils peuvent savoir qu'il n'y a pas une autre personne qui est une personne avec qui j'ai partagé mon compte et qui en fait est sur l'IP du bureau? C'est vraiment la manière dont ça fonctionne. Pour l'instant, je ne sais pas si c'est possible en fait. Et j'en reviens ça n'est pas un effet qu'on avait d'annonce couvert il y a moins d'un an par le directeur technique de Netflix Monde qui disait que techniquement c'était pas encore possible. Donc est-ce qu'ils ont trouvé la ligne de code magique en 6 mois ou est-ce que c'est juste du bullshit? Je suis très curieux. Alors, pour rejoindre un peu ce que tu dis, est-ce que ça serait pas un effet d'annonce, c'est-à-dire, voilà, le partage de compte c'est terminé, des gens vont se dire, ok, on n'a plus le droit de le faire, on va chacun prendre notre abonnement, Netflix y gagne, mais dans les faits, ceux qui le prennent pas, il n'y a aucune sanction, puisqu'il n'y a pas matériellement la capacité d'empêcher le partage de compte, sans être extrêmement... c'est compliqué et épuisant pour l'utilisateur, tu vois, s'il faut vérifier à chaque fois que c'est bien toi, naninaner. Donc peut-être que c'est un coup de bluff, comme tu dis, et que ça sera suffisant et que ça satisfera Netflix. On verra. Moi, je trouve que c'est une très mauvaise nouvelle et ça entache forcément l'image de la plateforme. Des bisous à tous, on se retrouve, et surtout quand on est en train de parler de Cult & Click, chez nous, ça ne changera jamais. Le partage, c'est la vie. Des bisous à tous. Ciao. Ciao.